Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indes radios. Nous sommes donc ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, la loi mobilité arrive en nouvelle lecture au Sénat cet après-midi. Une lecture qui pourrait être brève. Nous verrons pourquoi avec le rapporteur du texte, le sénateur Les Républicains de Vendée, Didier Mandelli. Il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Stéphane Vernet de Ouest France. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, nous sommes dans l'Aude pour voir ce qu'il en est un an après les inondations meurtrières. Aujourd'hui, direction Trèbes, la commune la plus touchée par cette catastrophe. Et puis enfin, le Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Au menu, la loi Egalim. Un an après son entrée en vigueur, le Sénat en fait un premier bilan et vous le verrez, le compte n'y est pas. Mais avant cela, voici les autres informations de ce mardi 5 novembre. Le gouvernement durcit les conditions d'accès aux soins pour les demandeurs d'asile. Il va instaurer un délai de carence de 3 mois avant que les demandeurs d'asile ne puissent accéder à la sécurité sociale de base. Le gouvernement qui annoncera plusieurs mesures sur l'immigration, ce sera demain à l'issue d'un comité interministériel. 3 ministres à Chanteloup-les-Vignes ce matin. Christophe Castaner, Nicole Belloubet et Julien Denormandie sont dans cette commune des Yvelines, victimes de violences urbaines samedi. Hier, Édouard Philippe a dénoncé une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables qui pensent que tout casser est une façon de faire avancer les choses. Et puis une attaque à la voiture bélier à la cathédrale d'Oloron-Sainte-Marie, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Plusieurs pièces d'orfèvrerie ont été dérobées. Une partie du trésor de cet édifice classé au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Et on débute avec le sénateur du jour. Il est élu de Vendée, siège dans le groupe Les Républicains et donc le rapporteur de cette loi mobilité qui est examinée au Sénat cet après-midi. Bonjour Didier Mandelli. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler bien sûr de la loi mobilité, mais avant ça, quelques questions d'actualité. Le gouvernement qui fera des annonces demain sur l'immigration à l'issue d'un comité interministériel. Et selon les premières informations, il envisage d'organiser dès l'année prochaine un débat annuel au Parlement pour définir des quotas par secteur d'activité. Est-ce que c'est une idée que vous soutenez ? Je pense qu'on ne peut être que favorable à toute mesure qui vise à fluidifier, à organiser l'arrivée chez nous de milliers, de dizaines de milliers de personnes. Et c'est bien que le gouvernement s'empare de ces sujets, s'empare de cette question de l'immigration. Je serais tenté de dire il est temps, puisque depuis quelques années, c'est un sujet qui taraude les Français, avec d'autres sujets bien évidemment. Et je pense qu'il est nécessaire que l'exécutif se saisisse de ce sujet. Qu'est-ce que vous attendez d'autre, vous, comme mesure ? Qu'est-ce qu'il faut faire en priorité, d'après vous ? Je pense qu'il y a un certain nombre de mesures à prendre sur le territoire, évidemment, mais ça ne peut être efficace que si, dans le même temps, selon la formule consacrée, nous avons un geste fort en matière de développement. Et il faut accompagner les pays qui voient partir souvent les plus jeunes de leurs ressortissants pour chercher ailleurs, pour fuir un certain nombre de conditions et pour chercher ailleurs ceux qui sont légitimement en droit d'attente, c'est-à-dire une vie meilleure et un épanouissement dans leur quotidien. On va parler d'un autre sujet d'actualité, un sujet que vous connaissez bien, ce sont ces inondations. La tempête Amélie a frappé la France ce week-end. Vous avez connu en Vendée la tempête Xynthia. Est-ce que vous pensez que les leçons ont été tirées face à ce genre de catastrophe ? Pas complètement. Il y a une certaine forme d'accoutumance, je ne veux pas dire encore de résilience à ces phénomènes qui à la fois sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. La mission qui vient de donner son rapport, conduite par Nicole Bonnefoy et Michel Vaspart, d'ailleurs le traduit. Plus de 55 mesures, dont certaines qui visent à améliorer la prévention. On n'a pas la culture du risque en France, malgré ces conditions difficiles depuis nombreuses années. Nous n'avons pas la culture du risque et il faut absolument que nos concitoyens, que nos collectivités puissent mener des actions pour sensibiliser les gens qui vivent à la fois bien sûr sur le littoral et au bord des rivières et des fleuves où sont densifiées les populations
mais également tous les autres acteurs. Les phénomènes climatiques, c'est bien sûr les inondations, les tempêtes, mais c'est aussi la sécheresse, les phénomènes sur les habitations, avec l'argile qui se rétracte, etc. Donc il y a un grand nombre d'incidences. Aujourd'hui, vous dites que ces collectivités ne sont toujours pas prêtes à affronter ce genre de catastrophe ? La puissance publique au sens large, parce qu'on n'a pas cette culture. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans des pays où cette culture est très prégnante, parce que les pays sont très vulnérables. Je pense à Madagascar notamment, où dès leur plus jeune âge, les enfants ont des réflexes, acquièrent des réflexes avec des drapeaux de couleur pour prévenir et pour se protéger et puis se mettre à l'abri. Donc, je pense qu'on n'a pas cette culture encore ancrée chez nous, comme c'est le cas par exemple aux Pays-Bas, où le risque est permanent. Eh bien, il nous appartient collectivement de prendre les dispositions pour y parvenir. Et pour vous, c'est quoi les dispositions les plus urgentes à prendre? Parce qu'on voit que ce genre de phénomène est amené à se multiplier. Il y a à la fois la mise en œuvre d'un certain nombre d'ouvrages de protection. Je pense aux digues, par exemple, sur le littoral, et la Vendée connaît parfaitement ce phénomène, mais également sur d'autres secteurs, des conséquences en matière d'urbanisation, par exemple, et un certain nombre d'aménagements qui sont nécessaires, qui seraient nécessaires pour faire face, augmenter notre capacité à faire face. Voilà, c'est ce qu'on appelle la résilience, tout simplement. Allez, on va passer à cette loi mobilité, dont vous êtes le rapporteur. Elle est examinée cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat. On en parle avec notre journaliste parlementaire, Tam Tranui. Bonjour Tam. Bonjour Oriane. Bonjour. Ravi de vous revoir dans cette matinale. Aujourd'hui, les sénateurs vont donc examiner ce projet de loi mobilité. Et Tam, ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Et oui, tout simplement parce que les sénateurs devraient refuser de débattre du texte. Ils vont adopter une motion de procédure, une question préalable que vous allez présenter, Didier Mandelli. C'est une arme qui permet de stopper les débats et de dire qu'on n'est pas d'accord avec le texte. Et pourtant, au mois d'avril dernier, lors de l'examen en première lecture du même projet de loi, les relations, elles étaient au beau fixe. Écoutez justement Elisabeth Borne, à l'époque, elle était encore ministre des Transports, c'était le 2 avril dernier. Écoutez, moi je voudrais saluer l'adoption par une très large majorité du projet de loi d'orientation des mobilités. Le texte tel que vous venez de l'adopter en première lecture respecte les grands équilibres que j'ai défendus et je ne peux que m'en réjouir. Je me félicite notamment du consensus qui existe sur l'un des principes structurants de ce projet de loi, à savoir la couverture complète du territoire par des autorités organisatrices en charge de la mobilité. Ça peut paraître être une mesure technique, mais je pense que c'est grâce à ça que plus aucun Français ne sera laissé demain sans solution. On l'entend, Tam, c'était la lune de miel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Eh oui, aïe, 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 la machine s'est grippée pour une histoire. Une histoire de gros sous. Depuis le début, les sénateurs ont peur que les budgets ne soient pas à la hauteur des mesures contenues dans le texte. Et là, avec le dévoilement du projet de loi de finances 2020, ils en ont eu tout simplement la confirmation. Leur courroux, il est lié à deux raisons principales. D'abord, la suppression de la taxe d'habitation, on va dire encore et toujours, et ses conséquences pour l'intercommunalité. Et puis le deuxième problème, c'est la perte immédiate de 45 millions d'euros pour les autorités organisatrices de la mobilité, c'est-à-dire les collectivités en charge de l'organisation des transports sur un territoire donné. C'est ironique parce que précisément, c'est sur ce point, sur les autorités organisatrices de la mobilité, que la ministre se félicitait au mois d'avril dernier. Et du coup, Tam, quelle est la conséquence de ces pertes de budget ? Les sénateurs ne voient pas comment ces autorités vont pouvoir développer les alternatives à la voiture individuelle et mettre fin aux zones blanches de la mobilité, c'est-à-dire satisfaire les objectifs de la loi LOM. Ce sont des sujets importants. Ces sujets, ce sont ceux des fractures territoriales. Tout ça, ça a été au cœur de la fronde des 80 km/h et au cœur du déclenchement du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que ça veut dire pour autant que les sénateurs sont contre ce texte ? Ah oui, ça c'est tout le paradoxe. C'est tout le contraire, parce que la deuxième raison pour laquelle les sénateurs veulent écourter les débats, c'est qu'ils ont obtenu gain de cause sur quasiment tout ce qu'ils voulaient. Bref, tout le monde est d'accord sur le diagnostic, les solutions, mais pas sur les moyens. Si les combats sont donc écourtés sur la loi LOM, ce n'est que pour mieux reprendre son souffle. Rendez-vous donc pour l'examen du budget. Et vous viendrez nous raconter tout ça tout à l'heure, Tam. Didier Mandelli, vous nous confirmez que cet après-midi, vous refuserez de débattre de ce texte ? Oui, tout à fait. Nous avons posé la question préalable pour mettre fin à l'examen de ce texte ici au Sénat, pour deux raisons essentielles. Elles viennent d'être évoquées. La première, c'est que la quasi-totalité des éléments que nous avions intégrés dans le texte à l'occasion de la première lecture, puisque nous avons démarré l'examen au Sénat, sont maintenus dans le texte. Non seulement ce que nous avons voté au Sénat, mais ce qui avait été
été préparé en vue de la commission mixte paritaire qui a fait l'objet d'un échec. Donc pour cette première raison, nous n'avons pas d'opportunités, de nouveaux éléments à rajouter. Le texte est quasi identique à celui que nous avions voté. Et puis, je dirais que le deuxième point, qui est un point essentiel, c'est le financement. C'est le seul point sur lequel nous avons achoppé en commission mixte paritaire, puisque dès le départ, nous avions dit à Elisabeth Borne, alors ministre des Transports, que nous n'avions pas dans ce texte les éléments de financement pour les collectivités, pour les intercommunalités notamment, et que nous avons intégré dans le texte un volet financement, à la fois avec une fraction de TICPE et un taux minoré à 0,3, je ne rentre pas dans le détail, pour les intercos qui saisiraient de cette compétence. Mais c'est vrai que le financement, depuis le début de l'examen de ce texte, avant même son arrivée au Parlement, la question c'était le financement. Vous dites que le gouvernement n'a pas fait les efforts nécessaires sur ce sujet ? Non, il n'y a pas de financement. La règle que nous sommes fixés au Sénat, c'est pas de compétences nouvelles obligatoires ou transférées aux collectivités locales sans les financements correspondants. Ça, c'est une règle immuable. Aujourd'hui, 80% des intercos, enfin des territoires ne sont pas couverts par une autorité organisatrice. Et pire, dans le projet de loi de finances, nous découvrons que les autorités organisatrices qui donc mettaient en œuvre du transport régulier notamment, puisque c'était l'obligation, se voient gréver de 45 millions d'euros, qui était en réalité une compensation de l'État depuis 2016 à une mesure de relèvement des seuils de perception du versement. Non seulement les collectivités ne sont pas compensées, mais en plus elles vont y perdre avec ce texte. Alors celles qui prendraient la compétence, qui ne l'ont pas encore aujourd'hui, n'auront pas de financement à ce jour, et celles qui la mettaient en œuvre, cette compétence, se voient gréver de 45 millions d'euros. Et avec les impacts de la loi Pacte que nous avons votée au printemps dernier, eh bien c'est entre 20 et 55 millions d'euros supplémentaires qui ne seront pas perçus par les collectivités, puisque le versement de transport, il est lié à des effets de seuil également au niveau de la masse salariale et du nombre des employés. Donc ces deux effets conjugués font que les collectivités locales qui exercent aujourd'hui la compétence vont voir leur budget diminuer de 100 millions d'euros dans les années qui viennent. Donc c'est pas possible. Ce texte, il avait aussi pour but, à la base, de tenter de résorber les fractures territoriales. Est-ce que vous dites que l'objectif est raté ? Non, parce qu'il nous restera à voir de quelle façon les intercommunalités vont se saisir ou pas de la compétence. Elles auront quelques mois pour le décider. Si l'autorité locale, si l'intercommunalité ne se saisit pas de la compétence, c'est la région qui, de fait, mécaniquement, aura cette compétence. La compétence sera assumée, soit par l'interco, soit par la région de fait. Donc les régions ont commencé pour certaines à se saisir de ce sujet, à faire des propositions à leurs collectivités de leur territoire pour tenter de répondre. Après, dans les très très grandes régions, quand il faudra faire des actions ou des mesures très fines sur le territoire, ce sera peut-être plus compliqué. Il faudra déployer sans doute un certain nombre de moyens complémentaires. Ces fractures territoriales, justement, elles étaient à l'origine, elles étaient une des causes de cette crise des Gilets jaunes, il y a maintenant un an quasiment jour pour jour. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a tiré les leçons de cette crise ? Pas complètement, je pense, mais dans notre pays, qui est un pays endetté, qui a des déficits chroniques, on a du mal à investir. Et l'objectif de Bercy, comme on le dit souvent, c'est de faire des économies par tous les moyens. Donc, on a évoqué tout à l'heure la question de la prévention sur les risques naturels majeurs. Le fonds est ponctionné régulièrement, tous les ans, et c'est vrai sur un certain nombre de moyens. Donc on n'a pas la capacité à investir et à prendre en compte les réels besoins de nos populations, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine des infrastructures. Je rappelle simplement que dans le cadre des mobilités, le Conseil d'orientation des infrastructures avait défini un certain nombre de pistes et d'axes, et nous sommes au scénario moyen. Donc ça veut dire que pour doter le pays des infrastructures et permettre la mobilité de chacun de nos concitoyens, il faudrait qu'on puisse investir. Ce n'est pas énorme à l'échelle du pays, c'est 1,5 milliard d'euros supplémentaires chaque année, on n'est pas capable de les trouver. Voilà. On va parler d'un autre sujet que vous connaissez bien et dont vous vous occupez au Sénat, c'est la SNSM, ce sont les sauveteurs en mer. Vous êtes le rapporteur d'une mission d'information sénatoriale qui a été créée après le décès de 3 sauveteurs en juin dernier. Vous avez rendu vos conclusions il y a quelques jours, on va en parler. Mais d'abord, on va regarder, puisque Jérôme Rabier, notre journaliste, vous avez suivi sur le terrain lors de vos travaux. C'était à Ouistreham. On va écouter quelques témoignages forts. Il a fallu attendre une grande catastrophe pour qu'il y ait une prise de conscience à la hauteur de l'État. Et moi, je ne vous cache pas que j'attends beaucoup de cette mission, j'attends beaucoup de vous. Et il était temps qu'on reconnaisse
cette action bénévole. On ne veut pas dire que ces bénévoles doivent être payés, ces bénévoles, voilà. Déjà, la première chose, d'être reconnu. Si l'État devait assurer ce sauvetage partout, il faudrait qu'il mette un service de garde-côte en place, c'est-à-dire qu'avec des gens payés 24 heures sur 24 à attendre le sauvetage, ce serait un coût prohibitif. Alors que là, ça ne coûte rien à l'État. Bénévolement, tous les gens sont bénévoles. Donc, je dirais que les premières choses à faire, c'est déjà de l'argent pour l'investissement. Ça, c'est la première chose qui nous semble très important. Didier Mandelli, on entend ces témoignages. Est-ce que vous diriez qu'il y aura un avant et un après 7 juin? C'est le jour de cette catastrophe, du décès de ces 3 sauveteurs en mer. Oui, j'espère en tout cas. Sinon, ce sera désespéré de tout. Nous avons dans ce rapport, qui est basé d'ailleurs sur l'essentiel des témoignages des sauveteurs que nous avons rencontrés à l'occasion de plus d'une douzaine de visites sur le terrain. Nous avons rencontré des dizaines de stations, des centaines de bénévoles qui nous ont exprimé ce que viennent d'exprimer les 2 sauveteurs que nous avons entendus. C'est à la fois un besoin énorme de reconnaissance des missions qui sont dévolues aux sauveteurs de façon bénévole, et puis un problème de financement, et nous y avons rajouté, puisque c'était mis à jour, un problème de gouvernance également au niveau de la SNSM sur le... On va parler de ce financement, mais on a l'impression que ce que veulent avant tout les sauveteurs, c'est de la reconnaissance plus que des moyens. Il y a un problème de reconnaissance aujourd'hui ? Oui, parce que ce sont des gens qui se dévouent corps et âme, qui paient quelquefois un lourd tribut, on l'a vu au Sable d'Olonne, leur mission. Et en réalité, ils ont le sentiment qu'à la fois l'État, c'est moins vrai pour les collectivités locales qui sont souvent à leur côté, physiquement, n'ont pas cette reconnaissance à la fois de l'État les laisse trop seuls. Oui, alors je dirais que c'est à la fois l'État, mais également le siège de la SNSM qui paraît trop éloigné de nos stations. Ça fait partie des questions de gouvernance que nous avons traitées, pour lesquelles nous avons fait une dizaine de propositions dans le rapport sur les 30 que contient le rapport. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, le système français de sauvetage en mer, qui est basé sur le bénévolat, est menacé ? Il n'est pas menacé, il est exemplaire, il est assez extraordinaire, il faut le préserver dans cette forme, mais en aménageant à la fois sur les questions de financement, en dégageant les bénévoles et les stations locales de la recherche de financement. Ils n'ont pas besoin, ils l'ont tous exprimé, de passer leur temps à faire la quête, entre guillemets, à vendre des calendriers, faire des galets de saucisses, ce sont aussi leurs expressions, pour trouver quelques euros ici et là pour financer leur propre bateau. On leur demande de financer leur bateau. C'est comme si on demandait à un sapeur-pompier volontaire de financer son camion, ou un pilote de Canadair de financer son avion. Donc on en est là sur le sauvetage en mer. Donc il faut les dégager de cette charge lourde qui pèse sur leurs épaules et leur laisser du temps à consacrer bien sûr à leur formation, et ça fait partie aussi de la reconnaissance. Quand un sauveteur fait une formation au pôle national à Saint-Nazaire, il prend 1 semaine ou 2 par an sur son temps de travail, sur son temps de famille, de façon bénévole. Donc il faut aussi reconnaître ces formations au travers de la validation des acquis, y compris dans l'entreprise, avec des conventions avec les entreprises, par exemple employeuses. Voilà, donc on a fait là encore une dizaine de propositions sur ces sujets qui devraient permettre de faciliter l'exercice des missions. Alors le gouvernement a annoncé 4,5 millions d'euros pour la SNSM. Ce sera inscrit dans le budget 2020. Est-ce que vous dites c'est déjà ça, c'est déjà un premier pas ? Oui, c'est une avancée. En réalité, ce que donnait l'État il y a quelques années, c'était 2 millions d'euros par an. Sur un coût estimé d'une centaine de millions pour le sauvetage en mer. La SNSM assurant 50% de ce sauvetage. Le coût que représente la part bénévole, c'est de l'ordre de 44 millions d'euros, ce que donnent en fait les bénévoles à la SNSM et à l'État. Et donc on est passé de 2 à 6 millions d'euros et on passe à 10 millions et demi aujourd'hui. Donc c'est un pas essentiel. Moi, ce que je souhaite, et je l'ai dit à Mme Borne, la ministre, la semaine dernière, quand je lui ai remis avec Corinne Ferré, la présidente, le rapport, c'est que ces millions d'euros soient fléchés vers l'investissement. Voilà. Il faut absolument que dans les 10 ans qui viennent, nous réussissions... Parce que pour le moment, ce n'est pas garanti, que vous a dit Elisabeth Borne. Non, parce qu'ils sont affectés à la SNSM, ces fonds. Mais il faut, je ne dirais pas contraindre, mais avec la SNSM, bâtir un programme pluriannuel d'investissement prévisionnel avec les collectivités locales qui contribuent largement aussi à près de 50% au financement des bateaux. Eh bien, il faut planifier sur les 10 ans qui viennent le renouvellement de 140 bateaux. C'est plus de 100 millions d'euros. Eh bien, cette part consacrée à l'État doit être en grande partie réservée au financement des bateaux,
pour soulager les bénévoles des stations de cette tâche. Elisabeth Borne est prête à le faire? Elle a entendu le message en tout cas, et nous avons une table ronde cette semaine jeudi, et je pense que nous aurons l'occasion, puisque moi j'interviens sur la question du financement, de refaire passer ce message avec, je l'espère, une écoute attentive de la ministre et du siège de la SNSF. Eh bien, on suivra ça. Comme tous les jours, Didier Mandelli, on va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, direction Annecy, retrouver nos partenaires du Dauphiné. Bonjour Julien Estrangin, vous êtes le directeur des éditions Savoie et Haute-Savoie du Dauphiné. Et ce matin, vous allez nous parler du doublement des voies SNCF entre Annecy et Aix-les-Bains. Exactement, et c'est une vieille histoire puisque cette ligne date de 1880 et depuis cette époque ou presque, eh bien, on parle de son doublement puisqu'Annecy reste une ville qui est relativement mal desservie par le rail. Il y a même des associations d'usagers qui militent pour ce projet. Alors, sa dernière grande version date bien, de la candidature d'Annecy aux Jeux Olympiques de 2018. Bon, Annecy n'a pas eu les Jeux, mais le projet est resté et c'est celui-ci qui revient aujourd'hui sur le devant de la scène puisqu'une enquête publique s'est ouverte le 4 novembre. Elle va se poursuivre jusqu'au 4 décembre pour tenter de lancer ce projet de doublement de cette voie SNCF. Julien, qui est relativement surchargée aujourd'hui. Est-ce que justement, vous dites qu'elle est surchargée, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur l'état de cette ligne aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Alors, c'est une ligne qui est longue de 40 km entre les deux villes, hein, Annecy en Haute-Savoie et Aix-les-Bains en Savoie. La partie qui sera doublée ne mesure que 15 km parce qu'il y a beaucoup de problèmes techniques, notamment on traverse des gorges qui sont assez profondes, les gorges du Fier. Il y a 19 passages à niveau, il y a pas loin de 30 ponts. Et aujourd'hui déjà, eh bien, il y a 7700 voyageurs quotidiens qui empruntent ces lignes. Il y a des TGV, des TER qui circulent. Et d'ici 2030, eh bien, on attend une augmentation de 20% du trafic, c'est-à-dire aux alentours de 9300 passagers qui seront amenés à prendre cette ligne toujours. Donc, c'est dire s'il faut la moderniser. Il faudra moderniser les voies, les doubler. Il faudra aussi moderniser la signalétique. Il faudra moderniser un certain nombre d'équipements. Tout ça devrait coûter pas loin de 310 millions d'euros. Il y en a déjà 160 qui sont inscrits au contrat de plan État-région pour financer. Donc, c'est dire si le projet est un projet important pour les deux départements de la Savoie et de la Haute-Savoie et pour les liaisons entre ces deux villes des Alpes. Est-ce que plus largement, Julien Estrangin, le train, c'est un moyen de désenclaver les Alpes? Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours? Bien sûr, bien sûr. Alors, sans vous parler tout de suite du fameux Lyon-Turin, qui est un projet à très long terme et qui concernera plutôt le fret, il y a un autre projet qui est bien plus abouti. C'est le projet de Séva, on dit aujourd'hui plutôt Léman Express. Eh bien, c'est on va dire un RER transfrontalier. D'ailleurs, ce sera le premier RER transfrontalier d'Europe qui doit relier la France à la Suisse dans le bassin genevois. Alors, on est vraiment dans une configuration là pour le coup très très urbaine. Et lui, il est bien plus avancé puisque sa mise en service est prévue dès le 15 décembre prochain. On a investi pas loin d'1,5 milliard de francs suisses côté suisse et aux alentours de 230-240 millions d'euros côté français dans ce projet-là, donc qui lui est abouti et démarrera dès le 15 décembre prochain. Merci beaucoup Julien, on va regarder ensemble la une du Dauphiné Libéré ce matin, une sur les agriculteurs. Un an après l'entrée en vigueur de la loi Egalim, agriculteurs, le compte n'y est pas. On en parlera tout à l'heure plus longuement dans le Club des territoires. Merci Julien Estrangin, directeur des éditions Savoie et Haute-Savoie au Dauphiné Libéré d'avoir été en direct avec nous ce matin. Didier Mandelli, on va maintenant regarder la revue de presse de votre département de la Vendée. C'est avec Tam qui revient. Et Tam, on va commencer la revue de presse avec Ouest France. Effectivement, Ouest France qui consacre sa une à la question du mal logement. Le mal logement, un mal français, mais aussi un mal marseillais. On est un an après l'effondrement des deux immeubles de la rue d'Aubagne. Vous allez me dire, Didier Mandelli, tout cela n'est pas très local. Rassurez-vous, nous allons aussi dans les pages intérieures avec un sujet qui concerne, lui, la Roche-sur-Yon, où la maison médicale de garde veut se faire connaître. Alors, vous avez vu, regardez, il y a un seul numéro, le 116-117, un seul lieu, le centre hospitalier de la Roche-sur-Yon, pour accueillir tous les patients avec des médecins généralistes qui vous accueillent après 20h, le week-end, mais aussi les jours fériés. Et on passe à présent à France Bleu, Loire-Océan, qui s'est mis à l'heure chinoise, Tam. Effectivement, l'heure chinoise, puisqu'Emmanuel Macron est actuellement en train de faire son voyage dans l'Empire du Milieu. Et la région Pays de la Loire veut que les entreprises exportent davantage vers l'Asie et la Chine, nous explique France Bleu. Mais vous allez voir, c'est pas gagné. Aucun patron de la région ne sera du voyage présidentiel, explique France Bleu.
Ensuite, la législation chinoise est très complexe et elle évolue en permanence. Et en gros, l'article explique aux 2/3 combien les voies de l'empire du milieu sont impénétrables pour les Français et notamment pour la région Pays de la Loire. Tout de même, rassurez-vous, les Pays de la Loire ont identifié 2 secteurs à fort potentiel, le vin et la viande bovine. Ouf. Ah, vous nous rassurez. On va terminer avec le reporter Sablé. Oui, le reporter Sablé qui se pose la question, les exploitations agricoles de Vendée sont-elles en règle? Vous tremblez, Didier Mandelli. Il y a des contrôles dans ces exploitations qui concernent la santé des animaux, leurs conditions de vie, protection de l'environnement, utilisation des produits phytopharmaceutiques, les pesticides, conditions d'attribution des aides de la PAC, la politique agricole commune. Rassurez-vous, sur les 1700 exploitations environ qui ont été contrôlées, il y en a seulement 76 qui ont des petites anomalies. En gros, 95% des exploitations sont en règle. Vous nous rassurez beaucoup ce matin. Merci Tam, on vous retrouve tout à l'heure. Didier Mandelli, puisqu'on parlait agriculture, le Sénat fait aujourd'hui le bilan de la loi Egalim. Ça fait 1 an qu'elle est entrée en vigueur. Cette loi qui visait à rééquilibrer les relations entre les agriculteurs et les distributeurs. Est-ce que cette loi est un échec? Je dirais que c'est un semi-échec à ce stade. Il est encore un peu tôt pour juger des effets puisque les négociations l'an dernier ont eu lieu après la promulgation de la loi. Donc c'est un peu prématuré, mais globalement, c'est pas non plus une surprise. Ça fait longtemps, ça fait quelques décennies que les ministres successifs, à la fois de l'agriculture et de l'économie, tentent de trouver des solutions, n'y sont pas parvenus. Et moi, j'avais le sentiment, en regardant cette loi de près quand elle est arrivée ici, que cela ne résoudrait pas la quasi-totalité des problèmes auxquels sont confrontés nos agriculteurs. Pourquoi elle est mal ficelée dès le départ, cette loi? Je dirais que c'est pas tant. Moi, je suis pour la liberté et je pense que fixer les prix, c'est contraire à l'esprit du marché, même s'il faut préserver les agriculteurs. Moi, je pense qu'il aurait été plus judicieux d'exonérer de charges l'ensemble des producteurs qui sont confrontés à des concurrences bien sûr mondiales sur un certain nombre de produits. Je pense qu'il faut aller. Ce que demandent les agriculteurs, c'est pas qu'on administre les prix et leur activité, c'est qu'on leur laisse de la liberté, qu'on abaisse leurs charges et qu'ils puissent affronter la concurrence et négocier au travers de leur structure, qu'elles soient coopératives d'ailleurs ou privées, avec les opérateurs qu'ils côtoient au quotidien. Il y a un système avec un poids certain de la grande distribution en France, des entreprises de l'agroalimentaire qui transforment et qui sont quelquefois exsangues elles aussi parce que les marges sont très réduites, parce qu'il y a une pression sur les prix. Donc c'est l'ensemble de la filière et de la chaîne qui doit être remise en question. Merci beaucoup. Merci Didier Mandelli d'avoir été avec nous ce matin. On suivra le bref examen de la loi mobilité cet après-midi au Sénat. Dans 2 minutes, c'est l'heure de l'invité politique. Ce matin, c'est Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. On parlera entre autres des annonces à venir sur l'immigration, mais aussi des privatisations, celle de la FDJ et celle d'Aéroports de Paris. Mais d'abord, un extrait d'audition publique. C'est l'émission politique des chaînes parlementaires. Hier soir, Francis Letellier recevait Alexis Corbière, le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Il est revenu sur les incidents qui ont lieu ce week-end à Chanteloup-les-Vignes et la situation dans les banlieues. Pour lui, les conditions sont réunies pour que ça explose à nouveau. On regarde cet extrait. Il faut condamner cet acte. Mais il faut condamner le fait qu'on ait détruit ce cirque. C'est évidemment absurde, c'est un lieu de culture, un lieu d'échange qui a apporté beaucoup au quartier. Maintenant, il faut se décaler et essayer d'aborder le sujet un peu grand angle. Le problème, moi je connais pas bien Chanteloup-les-Vignes, mais je connais bien la Seine-Saint-Denis. Peut-être qu'on va en parler parce que le Premier ministre est venu avec 4 ministres la dernière fois. Il y a des quartiers en France où s'accumule tellement d'inégalités, de pauvreté. Ça n'excuse rien, mais tout de même, s'il s'agit seulement de dire que c'est une petite bande d'imbéciles, que 3 ou 4 ministres vont venir sur place pour déplorer cette violence qui peut exister, je ne connais pas bien la situation, et ne pas s'apercevoir, parce que c'est un département qui est riche en l'occurrence, mais Chanteloup-les-Vignes accumule particulièrement de difficultés, de gens au chômage, de gens dans une situation de précarité. Avec donc ça n'excuse pas, mais ça explique. C'est-à-dire que la question, c'est pas seulement, si c'est pour dire que c'est une bande d'imbéciles, point final, ça sert à rien. La question, c'est comment on évite ça.
Je veux dire, ça fait combien de fois qu'on a ce genre d'incident? Moi, je suis originaire de Béziers, j'ai vu à Béziers, dans le quartier populaire de la Devèze où j'ai grandi, l'école d'État-Marie, où j'ai fait toute ma scolarité du CP au CM2, à brûler. D'accord? On peut passer notre temps à dire c'est malheureux, ça a brûlé. La question, c'est pour quelle raison, dans un quartier très populaire, il y a une situation de crise qui est telle que des gens, sans doute des imbéciles, c'est pas le sujet, mais en sont dans une situation où c'est la violence qui prend le pas. Vous dites c'est d'abord la précarité économique et sociale. C'est des causes multiples, évidemment, mais observons quand même que cela se produit dans des endroits où assez proches, il y a des gens qui, une fois de plus, ont des taux de chômage particulièrement importants, des taux de précarité particulièrement importants, des taux de sous-qualification. Mais le problème, c'est pas d'excuser, mais à l'inverse, si c'est pour n'apporter aucune explication et venir seulement dire c'est des imbéciles, des barbares, point final, faire un barnum médiatique où 3 ministres se rendent sur place et après ne règlent rien, ça, c'est pas correct. Je veux parler là au nom de la Seine-Saint-Denis. C'est un département, et le Premier ministre l'a avoué, qui est hors norme. Et sans doute, Jean-Claude Lévy, pareil. Mais on va y revenir. Non, mais c'est le sujet. Mais oui, donc, justement, pour terminer, je réponds à votre question. Si c'est pour seulement avoir des mots méprisants vis-à-vis des imbéciles, des irresponsables qui ont fait cet acte, et en rester là, franchement, c'est être en dessous de la main. On est dans une situation explosive aujourd'hui en France. Et c'est ça qu'il faut résoudre. Et notre invité politique ce matin, c'est Valérie Rabault. Bonjour, députée du Tarn-et-Garonne, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. On est ensemble Merci pour votre invitation. Mais on vous en prie, on est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée ce matin par Stéphane Vernet. Bonjour Stéphane, vous dirigez le bureau parisien du journal Ouest France. On va commencer, Valérie Rabault, par ces mesures à venir sur l'immigration, mesures qui seront annoncées demain, mais on a appris déjà que le gouvernement entendait fixer un délai de 3 mois de carence pour les demandeurs d'asile avant qu'ils puissent accéder à la sécurité, à la sécu de base. Qu'est-ce que vous en pensez de cette annonce, de cette mesure? Alors, je pense que c'est une mauvaise mesure. Je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement souhaite cibler peut-être un certain nombre de soins, des prothèses. Il a tous les moyens de faire des contrôles. Quand vous allez chez le dentiste, que vous vous faites poser un implant dentaire, vous avez un devis qui est envoyé à votre mutuelle. Tout ceci peut être fait sans qu'il y ait besoin de pointer du doigt une certaine catégorie de population en France. La République, ce sont des droits et des devoirs pour tout le monde. Et le gouvernement utilise des mesures qui sont des mesures qui relèvent de la santé publique pour faire un levier sur un débat sur l'immigration, peut-être jouer une certaine carte. On l'a vu avec le président de la République qui fait une interview à Valeurs Actuelles. Donc tout ceci. C'est quoi la carte pour vous que le gouvernement veut jouer, que Emmanuel Macron veut jouer? Oui. Emmanuel Macron, depuis le début de son quinquennat et même pendant la campagne présidentielle, il a joué un match en disant c'est le chaos ou moi. En faisant en sorte que la démocratie française, qui s'est toujours organisée selon un clivage gauche-droite, ne soit plus organisée selon ce clivage-là. Donc tout ceci est dans cette droite ligne. Mais aujourd'hui, je vois qu'il y a une instrumentalisation qui est en train de monter, notamment sur une question de santé publique. Si le gouvernement veut faire des contrôles sur un certain nombre de prothèses, sur un certain nombre de soins qui sont effectivement onéreux, il peut le faire aujourd'hui. Il a toutes les latitudes pour le faire et il n'a pas besoin d'organiser, d'instrumentaliser un débat comme il est en train de le faire en ce moment. Donc il n'est pas du tout nécessaire de transformer l'aide médicale d'État ou la PUMA, c'est-à-dire ce qui a remplacé la Sécu a tous les pouvoirs pour aller faire des contrôles si elle le souhaite le faire aujourd'hui. Elle peut demander des devis avant, tout ceci peut être fait et il n'y a pas besoin d'instrumentaliser, il n'y a pas besoin, mais je n'ai pas dit qu'il fallait toucher à rien. Je veux dire, le Premier ministre est chef du gouvernement, donc il est chef des administrations. S'il veut que des contrôles soient faits, il peut parfaitement le faire. Il n'a pas besoin de l'instrumentaliser via un débat comme ce qui est en train d'être fait actuellement. Selon le Parisien, il y aura dès l'année prochaine un débat annuel au Parlement pour définir des quotas d'immigration par secteur d'activité. Est-ce que pour vous, c'est une bonne idée? Non. Vous y opposerez? Oui. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le débat qui est mené ne devrait pas être sur l'immigration. Les problèmes qui se posent sont les questions de la République. D'une République qui doit être la même pour tous, avec des droits et des devoirs. C'est ce débat-là que je pense le Premier ministre ferait mieux de porter plutôt que d'aller encourager la stigmatisation d'un certain nombre de nos concitoyens, qu'ils soient français d'origine étrangère ou étrangers. Et mettre des quotas, ça encourage la stigmatisation pour vous? Oui, vous allez dire, vous êtes dans le quota, vous avez le droit à être 50 000, et puis vous aurez le droit à être 20 000. Non, c'est n'importe quoi.
Donc ce n'est pas des mesures sur l'immigration que vous attendez du gouvernement demain, c'est plutôt des annonces sur le vivre ensemble, la société telle qu'elle va aujourd'hui? Moi, je souhaiterais que le Premier ministre fasse des annonces pour renforcer la République, renforcer la laïcité, faire en sorte que, depuis la Révolution française, la France a eu le génie de créer la nation sur des idées qui sont extrêmement fortes, liberté, égalité, fraternité, j'ai envie de rajouter laïcité. C'est ça qu'il faut faire vivre, qu'il faut décliner concrètement, qu'il y ait une véritable adhésion. On voit bien que quand cette adhésion se fissure, eh bien, ça entraîne des communautarismes, ça entraîne un certain nombre de personnes qui ne croient plus en la République, qui s'en détachent et qui parfois même ont envie de l'agresser. Ça nous fait une transition toute trouvée pour parler des violences urbaines auxquelles on assiste en ce moment. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'embrasement? Je pense qu'il faut faire très attention. Très attention. C'est là-dessus que vous attendez une parole forte du gouvernement? C'est plutôt là-dessus que j'attends une parole forte. Qu'est-ce qu'il pourrait dire ou qu'est-ce qu'il devrait dire aujourd'hui? Je pense qu'il devrait, notamment sur ce qui s'est passé à la fin de semaine dernière, il devrait être extrêmement concret sur les moyens. Je pense qu'il faut qu'à ce moment-là, il y ait des forces de sécurité, de police qui soient déployées, que pendant 1 ou 2 mois, on assure une véritable sécurité à ce quartier. Il faut absolument faire en sorte que cette gangrène qui est en train de gagner un certain nombre de nos territoires soit arrêtée. Là-dessus, il n'y a pas eu d'annonce. Sauf à ce que j'ai mal entendu le Premier ministre. Si, alors il y a eu une phrase. Il y a une phrase, mais c'est pas des annonces. Qui parle sur tous les vignes en parlant d'une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables. Oui. Est-ce que ce sont les bons termes? Est-ce que c'est le propos qu'il fallait employer? Est-ce que vous auriez utilisé ce genre de formule? J'étais un peu étonnée de cette formule dans la bouche du Premier ministre qui d'habitude est très républicain. Là, je pense pour vous, ce sont des paroles qui ne sont pas républicaines, ce genre de paroles? C'est un peu... Je ne m'attendais pas à ça de sa part, parce que je considère que le Premier ministre a une stature gaulliste, que jusqu'à présent, il l'a démontré. Et j'étais un peu étonnée, ça ce serait plutôt du champ du sarkozysme, vous voyez. Donc je pense que ça ne reflète pas l'image que j'ai de lui. C'est trop fort, c'est trop faible, c'est inadapté, il est à côté de la plaque? Ça ne sert à rien. Aller traiter ceux qui ont fait ça d'imbéciles, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on donne des moyens à Madame le maire pour faire en sorte que, parce que c'est pas la première dégradation qu'elle a eue dans sa commune, c'est une succession qui se sont enchaînées. Comment on aide Madame le maire à faire en sorte que ces dégradations s'arrêtent, que les auteurs de ces faits soient rapidement trouvés et qu'ils puissent être jugés. C'est ça la question. Et puis après, on lui donne aussi des moyens via la DETR ou via le FSI, le Fonds de soutien à l'investissement local. La dotation d'équipement pour les territoires ruraux, je ne sais pas si elle a le droit, mais elle peut passer par le Fonds de soutien à l'investissement local pour qu'elle puisse reconstruire rapidement, parce que je crois qu'il y a besoin d'avoir une présence publique et ça serait essentiel. Si ces 2 mesures-là étaient annoncées, ça, ce sont les mesures d'urgence. Après, effectivement, on peut avoir une réflexion beaucoup plus globale, mais je pense que c'eût été mieux que les paroles prononcées. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement et Emmanuel Macron n'héritent pas d'une situation qui date de plusieurs années, voire de plusieurs décennies dans les banlieues? Est-ce que la gauche n'a pas aussi une responsabilité? Tous les gouvernements héritent d'une situation. Nous aussi, on peut. Moi, j'aurais pu vous parler de quand nous sommes arrivés en responsabilité en 2012, on avait déficit à 5% du PIB. Mais on avait une croissance à 0. Est-ce que la gauche n'a pas aussi une responsabilité? Mais tout le monde a une responsabilité. Tout le monde a une responsabilité. Non. Il y a eu. Moi, je salue le plan Borloo qui a été mené dans les banlieues, avec le plan ANRU 1, ANRU 2, qui vise à faire en sorte que, encore une fois, la construction de l'habitat puisse éviter ce genre de situation. Autre sujet, il y a un appel à manifester le 10 novembre pour dire stop à l'islamophobie et pour dénoncer la stigmatisation des musulmans. C'est un appel lancé par plusieurs personnalités, dont Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous soutenez cet appel? Moi, je soutiens un appel qui soit pour la République. Je pense que... Donc pas celui-là. Mais j'ai rien contre son appel, je ne vais pas vous mentir. Mais j'aimerais qu'on ait un appel pour la République, qui est universel pour les droits et les devoirs de chacun. Et qu'on arrête de montrer, de stigmatiser un coup les uns, de soutenir un coup les autres. À force d'avoir des démarches qui sont vis-à-vis des uns, vis-à-vis des autres, on fracture le pays. Donc je souhaiterais qu'il puisse y avoir un appel pour la République. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de récupération politique aussi, notamment de la part de Jean-Luc Mélenchon dans cet appel? J'en sais rien. Sur l'ensemble de la séquence, tout le débat public et médiatique qui a eu lieu autour du voile, les questions de laïcité, comment est-ce que vous l'avez perçu? Est-ce que ça fait du bien au pays, à la société, à la République, ou ça participe à la fracture? Mais ça participe à la fracture. Et chacun y va de sa petite musique. Quand vous avez le ministre de l'Éducation nationale qui remet le débat sur le voile, je veux dire, il fait porter sur des enfants
un débat que les adultes n'arrivent pas à régler. Le ministre de l'Éducation nationale, il a quelque chose à sa main qui est très simple. En ce moment, on est en train de débattre du budget à l'Assemblée nationale qui va bientôt arriver au Sénat. Il pouvait mettre 50 millions d'euros de plus sur la table. Il n'y avait qu'à aller les négocier. C'est ça la réponse? Non. 50 millions d'euros de plus pour dire tous les accompagnateurs des sorties scolaires sont payés par l'Éducation nationale. Et vous évitez tout débat où des parents se font humilier face à leurs enfants, ce qui est, en l'occurrence des mères, ce qui est inacceptable. Donc quand on veut que la République soit universelle partout, on s'en donne les moyens. Et là-dessus, je pense que ça aurait, sur une partie du débat, clos une partie du débat, et en tout cas éviter que ce débat que la société française est incapable de trancher, et la classe politique en priorité, que ce débat soit répercuté sur des enfants de 6-7 ans qui doivent être protégés de tout ça. Comment on fait baisser la pression aujourd'hui? C'est-à-dire comment on sort de ce débat et comment on apaise les choses? Parce qu'il y a un besoin d'apaisement. Est-ce que c'est pas au président de la République de porter une parole forte dans l'espace public, autrement que par une interview à valeur actuelle? C'est évidemment au président de la République de le porter, c'est évidemment au président de la République de dire que nous avons la grande chance de vivre dans une République qui donne des droits à chacun et des devoirs à chacun, et ces droits et ces devoirs sont les mêmes pour tout le monde. Il n'y a pas de distinction selon que vous êtes une femme, un homme, etc. Donc ça, c'est très important. Au lieu de ça, le gouvernement et le président de la République en tête ont décidé de jouer une autre carte. Une carte qui est plus peut-être électoraliste, qui est plus dans la perspective des élections soit municipales et puis peut-être même de son rendez-vous de 2022. Je trouve que ce n'est pas responsable. Les Républicains, notamment par la voix de François Baroin, demandent à Emmanuel Macron de recréer une sorte de commission Stasi sur la place du religieux dans l'espace public. Est-ce que ça, pour vous, c'est la bonne solution? Ça peut être une piste. Ça peut être une piste, mais encore une fois, il faut garder une seule boussole. C'est de dire comment chacun perçoit dans sa vie de tous les jours, perçoit même dans son idéal de destin commun, le fait qu'on a la chance de vivre dans une République qui donne les mêmes droits à tout le monde, qui doit donner les mêmes chances. Il faut que ces chances soient aussi effectives, que ce ne soit pas juste des mots, l'égalité des chances, l'ascenseur social, tout ça. On voit bien qu'il y a plein d'endroits où ça ne fonctionne pas. Et je pense que ça, ce serait un discours qui est plus difficile à tenir. Mais vous pourriez soutenir les Républicains dans cette demande de commission? Mais je peux la soutenir. Je peux les soutenir, pardon. On a parlé du chef de l'État à l'instant. Peut-être juste un mot sur le contexte international. Emmanuel Macron était en voyage, en déplacement en Chine. Est-ce que vous avez suivi? Quel regard vous portez sur son action internationale? Et notamment dans un contexte particulier où on apprend aujourd'hui que les États-Unis officialisent leur sortie de l'accord de Paris pendant qu'Emmanuel Macron essaye de convaincre la Chine de s'engager dans une démarche sur la biodiversité. Est-ce que vous pensez qu'il y a la maison brûle à ce niveau-là? Est-ce qu'il est bien dans son rôle? Est-ce qu'il est efficace sur ces questions-là? Alors, il faut reconnaître d'une part que la situation internationale est très compliquée, notamment avec un président américain qui tweete à longueur de journée et dont il faut suivre la tweetline parce que sinon vous perdez rapidement le fil de sa diplomatie. Et puis, d'un autre côté, on se rend compte que le président de la République avait suscité beaucoup d'espoir, y compris au niveau européen, et que pour l'instant, il n'y a pas de résultat. Et c'est pas concret pour vous, ça? C'est pas concret, c'est qu'il n'y a pas de résultat. On voit bien la situation vis-à-vis des Kurdes, on voit bien la situation vis-à-vis de la Syrie, où l'Europe est devenue spectatrice. Alors j'ai pas dit que c'était la faute du président de la République, je dis juste que là-dessus, il n'a pas eu de résultat. Pas d'efficacité. Il faut quand même le reconnaître. Sur l'Europe, l'Union européenne est en panne, la Commission n'est toujours pas mise en place, et ça... la faute à qui? La faute à la France qui a proposé une commissaire européenne qui a été refusée par le Parlement européen. Donc et Thierry Breton, c'est mieux? Quand même vous mettez tout ceci bout à bout, je vais voir, moi je ne veux pas me prononcer pour le Parlement, il est souverain et j'attends de voir ce qu'il va dire. Mais encore une fois, quand vous mettez tout ceci bout à bout, vous voyez qu'il n'y a pas de résultat au niveau diplomatique. Alors que sous le précédent quinquennat, je me permets de le rappeler, si la COP21 a été signée avec des engagements, alors les États-Unis certes annoncent aujourd'hui qu'ils veulent en sortir, mais c'était un énorme pas. Toute la presse internationale avait d'ailleurs salué un succès diplomatique qui ne s'était pas produit depuis plusieurs années. On va passer aux privatisations. Introduction en bourse de la Française des Jeux, ça commencera jeudi. Vous êtes opposé à la privatisation. Est-ce que vous pensez que cette introduction en bourse de la Française des Jeux sera un succès populaire? Vous en doutez? Je ne suis pas Madame Soleil. Vous n'allez pas acheter d'actions? Non, je n'ai pas acheté d'actions. J'en ai un peu entendu parler dans mon département à Montauban sur le marché ce week-end, où je peux vous assurer que tous ceux qui m'en ont parlé ne sont pas du tout contents que les bijoux de famille soient vendus. C'est comme ça que c'est perçu? Oui, oui.
Ouais. Est-ce que pourtant l'État compte récupérer 1 milliard de la privatisation de cette Française des Jeux? Est-ce que vous ne dites pas, vous qui êtes une spécialiste du budget, c'est quand même bienvenu dans la période actuelle? Non, mais il faut arrêter. Ils veulent 1 milliard pour désendetter la France. Donc franchement, ça fragilise ADP et la Française des Jeux, les deux privatisations, fragilise énormément le rôle de l'État en tant que capacité économique à garder la main sur des sujets essentiels. Moi, je ne vais pas vous mentir, il y a 3 privatisations en jeu. Il y a Aéroport de Paris, la Française des Jeux, Engie. Je n'ai pas de problème sur Engie, sur cette privatisation, où l'État détient aujourd'hui 23%, donc il était déjà pas majoritaire. Sur les autres, Française des Jeux... C'est pour ça que ça ne vous pose pas de problème? Parce que l'État n'était pas majoritaire? Exactement, exactement. Aéroport de Paris, il a 50,6%, il est patron, donc il est majoritaire, et la Française des Jeux aussi. C'est la limite qu'il ne faudrait pas franchir, ces deux entreprises. Ah, oui. Et sur Aéroport de Paris que vous évoquez, où est-ce que vous en êtes du référendum? Parce on sentait un élan très fort, sauf que pour arriver à 4,5, 4,7 millions de signataires, on en est très 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 loin aujourd'hui. Combien vous avez de signatures? On a dépassé les 900 000. Donc nous, notre objectif, c'est de rapidement atteindre le million. Pourquoi le million? Parce que dans la proposition, le projet de loi du gouvernement qui a été présenté en Conseil des ministres, le président de la République a souhaité abaisser ce seuil de 4,7 millions à 1 million. Donc concrètement, vous dites, si on atteint les 1 million, il faut un référendum. C'est ce que vous dites? On dit que de toute façon, il y a un rapport de force qui est clairement établi. À 1 million d'euros, il y a 1 million de signataires, il y a clairement un rapport de force qui est établi. J'espère qu'on va l'atteindre très rapidement. Vous avez ce qui est très intéressant. Au départ de la démarche, il y avait quand même l'idée que vous pensiez pouvoir arriver pour la première fois. Je pense qu'on peut toujours y arriver. Aux 4 millions. Non, 4 millions, vous n'y arriverez pas. C'est pas ça possible. fait 17 000 signatures par jour en moyenne à récolter d'ici la fin du délai. Vous savez, on m'a dit, le référendum, tu n'arriveras pas à le déposer, tu n'auras jamais les signatures. J'ai entendu ça tous les jours, quand il a été déposé, quand nous l'avons écrit, puisque cette proposition de loi a été écrite par les socialistes. Oui, je pense qu'on peut encore les atteindre. C'est jusqu'au 12 mars 2020. Moi, ce dont je me rends compte, c'est que sur les territoires, les Français ne sont pas au courant de ce droit constitutionnel. Vous avez d'un côté le gouvernement qui paye de la pub pour faire la privatisation de la Française des Jeux, mais qui n'a pas 1 ou 2 millions d'euros à dépenser pour faire connaître un droit constitutionnel qui est inscrit à l'article 11 de la Constitution. Bon, il y a des communes... On en a quand même beaucoup parlé au lancement du référendum. On en a beaucoup parlé. L'initiative mais vous vous rendez compte que c'est une première constitutionnelle? Vous pensez que les Français... Mais je m'en rends bien compte. Mais je pense que ça a quand même été il y a eu beaucoup de communication autour de. Mais d'accord, mais sur le modus operandi, c'est-à-dire concrètement, il y a beaucoup de Français qui ne savent pas comment exercer ce droit. C'est une première constitutionnelle, ça s'est jamais fait. Donc évidemment, quand quelque chose ne s'est jamais fait, il faut pouvoir en informer la totalité des Français. Vous pensez que c'était au gouvernement de mettre de l'argent? Je vais vous donner un exemple très concret. Est-ce que vous connaissez la commune de Authie en Tarn-et-Garonne? La commune de Authie en Tarn-et-Garonne est la première de France. Je dis bien la première, c'est une petite commune, d'accord. La première de France où 52% des électeurs ont signé pour le référendum d'initiative partagée visant à dire non à la privatisation des aéroports de Paris. Ce chiffre-là, il n'est pas arrivé par hasard. Il s'est produit parce que le maire est allé voir, Gérard Kreiss, le maire est allé voir les habitants en leur disant « vous pouvez exercer ce droit-là ». Il a pris les choses en main. Il a dit, voilà, vous avez un droit que vous pouvez exercer. Si vous souhaitez signer, vous pouvez faire comme ci, comme ça, etc. Bon, ça, c'est un exemple très concret. Alors, évidemment, on ne peut pas tout faire reposer sur les maires. On va faire un week-end de la grande signature qui va être initié pour qu'on puisse avoir des points sur tout le territoire de signature. Mais c'est vrai que les Français ne connaissent pas ou connaissent mal ce droit qu'ils peuvent exercer. En revanche, juste un mot sur la pub de la faite par le gouvernement pour la Française des Jeux. Vous dites que cette pub, ou en tout cas la manière dont c'est fait, ça doit être plus encadré par le Parlement? Moi, j'ai demandé la semaine dernière au ministre le montant de la publicité qui va être dépensée pour la privatisation de la Française des Jeux. Il m'a dit, je ne le connais pas. Alors quand même, quand vous êtes... détenez 70%, que vous représentez l'État dans une société et que vous ne connaissez pas le montant de pub dépensé, je trouve ça inadmissible. Donc évidemment, on va continuer à chercher ce montant et dès qu'on l'aura, on vous le communiquera. Et on va parler du budget, puisque le Parlement est en plein marathon budgétaire. Est-ce que vous reconnaissez quand même qu'il y a du bon dans ce budget, notamment pour les classes moyennes qui voient leurs impôts baisser? Alors pour les classes moyennes, oui. Je ne vais pas vous mentir, il est effectif que 5 milliards pour les classes moyennes, c'est un montant qui est pas, enfin, pour chacun qui n'est pas énorme, mais qui commence à représenter quelque chose, c'est exact. En revanche, vous avez 22 millions de ménages
de foyers qui n'en reverront pas la couleur, qui ne reverront pas un seul euro de pouvoir d'achat en plus pour eux, tout simplement parce que comme aujourd'hui ils ne payent pas l'impôt sur le revenu, ils ne vont pas bénéficier d'une réduction de l'impôt sur le revenu. Les socialistes, vous aviez fait un contre-budget l'année dernière. Est-ce que vous ne renouvelez pas cette opération? Alors on l'a fait l'année dernière. La France Insoumise l'a refait cette année aussi. On l'a fait il y a l'année dernière, il y a 2 ans. Cette année, moi j'ai décidé... Une fois tous les 2 ans? Non, c'est pas une fois tous les 2 ans. Non. Pourquoi vous avez décidé de ne pas le faire cette année? Parce que le gouvernement, comment dire, j'ai jamais vu un débat budgétaire. Moi, j'étais rapporteur du budget. Donc je sais le nombre d'amendements de l'opposition que j'ai acceptés, que j'ai défendus, que j'ai aussi invité le gouvernement à soutenir. Là, il n'y a rien. On ne sert à rien. Voilà, je ne vais pas vous mentir. C'est désespérant. Parce que l'opposition n'est pas du tout écoutée. Mais rien. Alors que c'est quand même une séquence qui est très longue. C'est une séquence qui est très longue, de discuter du budget, qui ne sert à rien. Enfin, je vous donne un exemple très concret. Nous, on a voté la proposition de loi d'Aurélien Pradié, député Les Républicains, contre les violences faites aux femmes, pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Il fallait là-dessus qu'il y ait 5 millions d'euros qui soient débloqués dans le budget de la justice. À votre avis, est-ce qu'ils y sont dedans? La réponse est non. Donc, nous, ce que nous faisons, c'est que nous menons des actions plus locales autour des propositions que nous formulons. Cette année, nous avons choisi d'en formuler, de faire un plan sur l'hôpital avec 14 propositions financées pour débloquer 830 millions d'euros tout de suite pour l'hôpital, avec un certain nombre de propositions extrêmement concrètes, 14, qui sont financées, que nous avons présentées il y a 3 semaines. Et c'est là-dessus qu'on mène la bataille, en tout cas la bataille politique. Un mot sur la réforme de l'assurance chômage. Les premières mesures sont entrées en vigueur vendredi. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette réforme? Écoutez, nous, la ministre dit qu'il faut que le travail paye plus que le chômage. Là-dessus, je suis d'accord. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 2014, quand il y a eu une réforme qui a été portée, nous avons fait ce qu'on appelle les droits rechargeables. Alors c'est un peu techno, mais c'est de dire que si vous avez encore, mettons, 12 mois de chômage et que vous reprenez un CDD aujourd'hui, vous pouvez accumuler, garder vos droits au chômage et avoir de nouveaux droits. Ça, c'est ce deuxième étage de la fusée que le gouvernement remet en cause. Et ce dont on se rend compte, c'est que c'est à la fois injuste socialement et injuste territorialement. J'ai fait une carte hier soir que j'ai mise sur mon compte Twitter en montrant la part des offres d'emploi que Pôle emploi lui-même qualifie de non durables, c'est-à-dire qui sont d'une durée inférieure à 6 mois. Vous avez 25 départements en France dont la majorité des offres d'emploi sont qualifiées de non durables par Pôle emploi. Ça veut dire que les personnes qui vivent dans ces départements n'auront pas les mêmes chances que celles qui vivent par exemple à Paris. Dans mon département, 60% des offres d'emploi sont inférieures à 6 mois. Ça veut dire que les personnes qui les prennent vont travailler mais n'auront pas droit à chômage. Vous vous rendez compte que le gouvernement est en train de fabriquer une injustice territoriale massive. Donc ça, c'est inacceptable pour nous. Inacceptable. Pour terminer, une question qui n'a rien à voir, mais je voulais savoir si vous aviez lu le livre de François Hollande pour répondre à la crise démocratique. Non, vous ne l'avez pas lu. Donc, il propose de passer un quinquennat de 6 ans. Alors, 7 ans, c'est trop, 5 ans, c'est pas assez. Et finalement de supprimer le poste de Premier ministre, d'avoir un chef de l'État qui soit aussi le chef du gouvernement. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous en discutez entre vous de ce genre de proposition? Écoutez, non. Entre vous, les socialistes? Non. Sur la deuxième, qui vise à supprimer le poste de Premier ministre, c'est une proposition que j'avais écrite dans un livre en 2014 avec 3 autres députés, Yann Gallu, Alexis Bachelet et Karine Berger, qui s'appelait Contre la mort de la gauche. Donc c'est François Hollande qui vous a piqué l'idée? Faut lui demander. Et sur les 6 ans, j'y suis pas favorable. Bon voilà, c'est noté, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Valérie Rabault d'avoir été avec nous ce matin. Demain, à votre place, ça sera Aurélien Pradié, député du Lot. Vous parliez de sa proposition de loi contre les violences faites aux femmes. Elle sera examinée demain au Sénat. Merci Stéphane. Et tout de suite, c'est l'heure du Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires.
Le Club des Territoires avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les indés radios. Aujourd'hui, avec la bande, nous parlerons de ce triste anniversaire. Il y a un an, s'effondrait à Marseille des immeubles rue d'Aubagne, faisant 8 morts. Un an après, où en est-on? Et cette question du logement insalubre pèsera-t-elle sur les municipales? C'est ce que nous verrons. Et puis on parlera également de la loi Egalim qui vise à rééquilibrer les relations entre les agriculteurs et les distributeurs. Un an après son entrée en vigueur, le Sénat en fait un bilan. Nous en parlerons. Mais d'abord, vous le savez, c'est l'heure de notre reportage en région. Allez à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Et toute la semaine, nous sommes dans l'Aude, touchés par des inondations meurtrières. Il y a tout juste un an, le premier épisode nous emmène à Trèbes, commune la plus touchée en l'espace de 6 heures. Il est tombé dans cette commune jusqu'à 300 mm d'eau. 6 personnes sont décédées, 335 familles impactées. Nous sommes allés à la rencontre du maire et des sinistrés pour savoir comment ces derniers se remettent de ces violentes inondations. C'est un reportage de Marion Vigreux et Adrien Develay. Dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018, les habitants de Trèbes assistent impuissants à des pluies torrentielles et au débordement de l'Aude et de ses affluents. L'eau s'infiltre partout, envahit les rez-de-chaussée, atteint par endroits les 2 mètres, emporte les voitures, obligeant les habitants à se réfugier dans les étages en attendant l'arrivée des pompiers. Un an après, les dégâts sont toujours visibles. Beaucoup de maisons sont fermées ici et une quarantaine devraient être détruites. Les quartiers les plus touchés ayant été ceux du sud de Trèbes, le quartier de l'Aiguille et le quartier du Faubourg où nous nous trouvons justement. Et nous allons retrouver Fabienne qui fait partie des sinistrés. Bonjour Fabienne. Merci de nous accueillir ici, chez vous, dans votre maison. C'est ici que vous avez vécu l'inondation d'octobre 2018. Racontez-nous un petit peu cette terrible nuit. Moi, je suis réveillée à 4 h du matin par le bruit de la pluie. Donc je sors sur la terrasse. Je vois un rideau d'eau comme jamais j'ai vu ça. Et très très rapidement, au bout de demi-heure, j'ai commencé à voir l'eau qui montait dans la rue. Ça, c'est le film que j'ai fait. C'était à peu près vers 8h, 8h30 ça. Et à peu près ici, c'était le niveau total de l'eau. Vous avez tenu à revenir dans votre maison après avoir été logé à plusieurs reprises. Pour quelle raison ? Pour la principale raison que je dis que c'est la double peine pour les sinistrés, dans le sens où on subit un traumatisme qui est infâme, et que le seul endroit où on a pour se ressourcer en temps normal, qui est le chez soi, le cocon douillet, on l'a pas. Puis là, depuis les premières pluies, les images que je vois d'inondations à la télé, ça a démarré avec les inondations qu'il y a en Espagne, c'est pas viable. Vivre dans cette angoisse avec cette épée de Damoclès sur la tête en disant que ça peut revenir, là, c'est trop compliqué, quoi. Depuis le mois d'avril 2019, 160 élèves de l'école primaire de l'Aiguille suivent leur scolarité ici, dans des préfabriqués provisoires mis à disposition par la mairie sur un terrain de sport qu'il a fallu réaménager. Car en plus des maisons particulières, des bâtiments publics ont été endommagés par les inondations de 2018. On en parle avec le maire de Trèbes, Éric Ménassi. Il nous attend dans une des classes. Les dégâts sur Trèbes ont été estimés à 50 millions d'euros suite aux inondations. C'est un montant très, très conséquent pour une commune comme la vôtre. C'est un montant qui est colossal, bien sûr, pour une petite ville comme la nôtre. Des bâtiments publics ont été impactés, vous l'avez dit, l'école maternelle, l'école primaire de l'Aiguille, un EHPAD a été touché, une piscine municipale et d'autres salles communales. Que les bâtiments, à la fois de l'école maternelle et de l'école primaire, il a fallu un peu plus de 400 000 euros pour pouvoir aménager le terrain. Ces 400 000 euros ont été supportés à plus de 330 000 euros par les collectivités et l'État. On n'a jamais assez d'aide tellement les chantiers sont importants. Que même si beaucoup a été fait, il reste encore beaucoup à faire. Depuis les inondations de 2018 et pendant toute cette année, des travaux ont été menés ici sur Trèbes. Dans certains lotissements, tout d'abord, les fossés ont été agrandis pour faciliter l'écoulement de l'eau. Les rives de l'Aude ont été reprofilées en pente douce pour élargir le fleuve. Les berges vont également être végétalisées pour réduire la vitesse de l'eau en cas de crue. Quant aux transformations prévues dans les quartiers qui ont été touchés par ces inondations, des réunions publiques sont prévues. La première commence d'ailleurs ce mardi 5 novembre.
Voilà pour ce reportage de Marion Vigreux et Adrien Develay. La suite, c'est demain à cette heure-ci dans Bonjour chez vous. Bonjour au club, bonjour messieurs, bonjour mesdames. Bonjour. On va commencer, rebonjour Tam, on va commencer en parlant de ces inondations. On le voit, hein, Nathalie, dans ce reportage, ça fait 1 an. Et même 1 an après, eh bien, le traumatisme est toujours très présent chez les habitants. Mais comment ça pourrait être le contraire? Je veux dire, il y a eu 6 morts, je crois. La ville a été dévastée, il y a eu des ponts qui se sont écroulés. Donc la vie quotidienne des gens a été très impactée. Donc évidemment que le traumatisme est toujours là. Mais comme à chaque fois qu'il y a des problèmes comme ça, d'inondations et des drames qui surviennent, on se tourne et on cherche quels sont les responsables. Les responsables, c'est l'urbanisation à outrance qu'il y a eu il y a 20, 30 ou 40 ans. Donc aujourd'hui, on retrouve le maire, là qu'on voit dans votre reportage, à gérer le quotidien qui est terrible après ce genre de catastrophe dont il n'est lui-même pas responsable. Donc oui, je comprends le traumatisme qu'il y a à Trèbes. Et Pierre, au-delà du traumatisme, il doit aussi gérer le coût que ça représente. On l'entend dans ce reportage, 50 millions d'euros pour la commune de Trèbes. C'est difficile à supporter pour les communes. C'est énorme, d'autant plus que les caisses sont vides, tant au niveau des villes que même au niveau de la région Occitanie. Ça va être très compliqué. Donc on sait que les assurances en prennent une partie, que l'État en prendra une partie, mais il y aura un effort financier à faire qui sera conséquent. Et malheureusement, quand un maire veut remplir les caisses, ça passe par des augmentations d'impôts et taxes. Il n'y a pas 36 solutions. Yves Tréhard, ça pose aussi la question du réaménagement urbain. Hein. On le voit, il y a des choses qui ont été faites à Trèbes, mais comme disait Nathalie, tout ça part de problèmes d'urbanisation. Oui, vraisemblablement. Il y a aussi, ici ou là des problèmes d'urbanisation, avec une urbanisation qui n'a pas toujours respecté les codes, qui n'a pas toujours respecté la géologie et les particularités locales. C'est vrai, il y a une... Mais bon, si vous voulez, c'est pas nouveau tout ça. Ça fait quand même des années et des années que... il faut qu'on apprenne à vivre avec des catastrophes de ce type. Mais qui se multiplient, qui sont de plus en plus violentes. Qui se multiplient. Je ne suis pas persuadé que ça soit lié au réchauffement climatique. Par exemple, les catastrophes qu'on a eues ces dernières semaines dans le midi de la France, ce sont des épisodes de pluie réguliers. Il y en a une dizaine comme ça par an. Il faut aussi arrêter de... On a l'impression, si vous voulez, aujourd'hui, avec la médiatisation et la surmédiatisation, qu'on est tout le temps dans un... on vit des choses extraordinaires. Mais non, malheureusement, ça existe depuis la nuit des temps. Simplement, il faut savoir se prémunir de tout cela. Et le problème, c'est qu'on est dans une société qui est de plus en plus individuelle. Et donc, ce sont des individus qui affrontent, je dirais, les catastrophes, alors qu'avant, on était avec un esprit beaucoup plus collectif, où la solidarité peut-être fonctionnait un peu plus. Bon, voilà. Après, bon, c'est dramatique pour ceux qui les vivent, ces catastrophes. Et il y a effectivement le problème des remboursements. Et puis, vous savez, même si vous refaites et si vous arrivez à trouver de l'argent pour refaire votre maison, vous êtes traumatisé parce que vous avez l'impression, c'est comme un cambriolage. On voit dans le reportage, hein, c'est comme un cambriolage. Parle de double peine. Hein. C'est comme un cambriolage. Il y a les sentiments qui rentrent en jeu aussi. C'est pas uniquement matériel. Oui, aujourd'hui, le risque climatique et notamment le risque d'inondation, c'est un sujet qui est vraiment pris en compte par certains cabinets d'architecture. Hein. Par exemple, on se rappelle lorsqu'il y avait eu beaucoup d'inondations, à Romorantin, il y avait eu un quartier qui s'en était très bien sorti. C'est parce qu'il y a des cabinets qui, justement, se disent qu'il y aura de toute façon des inondations, qui construisent des bassins de rétention, qui rehaussent les trottoirs pour que tout ne soit pas inondé, qui savent comment faire sortir l'eau plus rapidement. Aussi, le problème, c'est l'eau qui stagne. Donc, il y a peut-être l'urbanisation à outrance, mais on peut aussi faire une urbanisation qui compose avec ce risque climatique. Et on continuera bien sûr à parler de ce sujet toute cette semaine, puisque vous l'avez vu, c'est l'objet de notre feuilleton. Autre thème, il y a 1 an, le choc à Marseille. Des immeubles s'effondraient rue d'Aubagne, faisant 8 morts. Et ce drame, eh bien, il a jeté une lumière crue sur la question du logement insalubre. 1 an après, où en est-on? Quelles mesures ont été prises? Les réponses avec Alizé Boissin. À Marseille, rue d'Aubagne, la plaie est encore ouverte. Les gravats des immeubles effondrés il y a 1 an laissent place à ce trou béant. 8 personnes ont perdu la vie et le drame met en lumière les problèmes d'insalubrité de la cité phocéenne. Le premier visé par la colère des habitants, c'est le maire Jean-Claude Gaudin. Alors hier, en conférence de presse, il a tenté de répondre aux critiques. On a réorganisé nos services. On a fait voter le projet partenarial d'aménagement, c'est-à-dire que rien ne se fera, rien ne se construira sans l'avis des habitants de ce secteur.
On a fait encore 2 autres organismes qui, en liaison avec l'État et la métropole, seront organisés d'ici la fin de l'année. Au total, la ville a investi 14 millions d'euros dans les travaux et le relogement des sinistrés. Du côté du gouvernement, seuls 17 millions d'euros sur les 240 promis auraient été engagés pour le moment. Le ministre du Logement a aussi annoncé la création d'une société de rénovation de l'habitat dont l'État sera actionnaire. On a même créé une structure qui ne fera que ça, aller racheter des immeubles, des logements insalubres, aller les rénover et les remettre sur le marché. Après, est-ce que ça prend trop de temps? Mais moi, évidemment, je partage l'impatience des Marseillais. Un problème porté à l'échelle nationale par Bruno Gilles. Le sénateur LR et candidat à la mairie de Marseille a déposé une proposition de loi 7 mois après le drame. Le but, regrouper toutes les polices de l'habitat en une seule pour lutter efficacement contre les marchands de sommeil. Des avancées loin d'être suffisantes pour les associations. D'après la Fondation Abbé Pierre, 100 000 Marseillais seraient considérés aujourd'hui comme mal logés. Et on va voir la une de la Provence consacrée bien sûr ce matin à ce drame. 1 an, jour pour jour, après cet effondrement. L'hommage, c'est à la une de la Provence. Yves Tréhard, on voit, le problème est loin d'être résolu. Vous consacrez aujourd'hui une page dans le Figaro à ce sujet de l'habitat insalubre, à ce drame de Marseille. 1 an après, qu'a fait le gouvernement ? C'est pas uniquement au gouvernement d'agir. Le gouvernement, il doit aiguillonner, il doit effectivement. Le problème de l'habitat insalubre, vous savez, c'est que il existe parce qu'on n'arrive pas à construire suffisamment de logements neufs dans notre pays. Ça fait depuis les années 60, 70 que on a un déficit de logements neufs. On n'a pas su investir là-dedans, ce qui est regrettable. On en paye le prix aujourd'hui. On en paye le prix avec des mal logés. On en paye le prix avec des habitats insalubres où personne ne devrait résider et qui ne devraient même pas exister d'ailleurs. Alors, vous avez ça à l'échelle nationale, vous avez ça aussi à l'échelle de Marseille. Alors Marseille, c'est une situation particulière, Marseille, sur cette question. Parce que Marseille, c'est 70 ans ou 60 ans de gestion assez particulière, si vous voulez, qu'il faut revoir gauche et droite confondues. C'est quand même assez particulier comme ville. Et si vous voulez, derrière les pagnolades et puis le côté, le caractère, je dirais, sympathique de cette ville, il y a quand même des poches de misère qui sont terribles. C'est une des villes quand même où le niveau de vie, une des grandes villes où le niveau de vie est le plus bas en France. Hein, je crois qu'il y a 1/3 de la ville qui vit du RSA à Marseille, c'est terrible. Donc vous avez beaucoup d'anomalies dans cette ville. On impute cette responsabilité à Jean-Claude Gaudin. Je pense que c'est assez injuste parce que je pense que ça date de Gaston Defferre et des années 60 plutôt. Il est quand même là depuis 4 mandats. Hein. Je sais, mais il y a eu que 3 maires à Marseille depuis 1960. Oui, quand même 4 mandats, on a le temps de faire des choses. D'accord, mais il y a l'héritage, je dirais, et puis des luttes de clans. Enfin, c'est assez compliqué quand même la vie politique marseillaise. On va le voir d'ailleurs à l'occasion des municipales, une nouvelle fois. Donc l'habitat insalubre, la responsabilité de l'État est engagée, bien sûr, mais elle est engagée sur un très long terme. Il n'y a pas eu de construction suffisante de logements, sauf avec Jean-Louis Borloo dans les années 80, dans les années 2000, pardon, quand il a pris le taureau par les cornes. Nathalie, on le voit, Jean-Claude Gaudin, toujours sous le feu des critiques, un an après, ça va peser sur les municipales, cette question du logement insalubre à Marseille? Les sondages disent que non. Les sondages à Marseille. Il ne se représente pas, Jean-Claude Gaudin. Et la Provence, on s'en fait l'écho ce matin, même Libération et sans doute vous aussi. On voit que la thématique du logement à Marseille arrive bien après les problèmes d'insécurité et bien après les problèmes de propreté. Donc on voit que voilà, c'est comme si vous voulez, les Marseillais avaient acté le fait qu'ils vivaient dans une ville où il y avait des problèmes de mal logement. Je ne le considère pas autrement. En tout cas, on voit que je ne pense pas que ça va être un thème majeur. En tous les cas, c'est quand même assez étonnant. Puisque vu de l'extérieur, on voit ça, mais non, localement, ça ne fonctionne pas. Et les gens qui sont déjà en campagne n'en parlent pas, n'en parlent que très peu. Et l'association qui avait regroupé vous savez, l'espèce de parti qui avait regroupé toutes les associations qui, justement, militaient pour le logement, ont été lâchées même par les Verts, même par le PS. Donc on voit, non, c'est pas un thème qui s'installe dans la campagne des La propreté, c'est un truc très particulier à Marseille. C'est un thème très particulier à Marseille. Pourquoi ? Parce qu'à Marseille, il y a le prochain maire, normalement, je ne sais pas si ça sera le cas, mais il devrait mettre fin à ce système, c'est le système du fini parti.
C'est-à-dire que les éboueurs, par exemple, eh bien, sont payés pour les 35 heures qu'ils doivent à la ville, mais s'ils arrivent à ramasser les ordures en 15 heures, eh bien, ils peuvent le faire en 15 heures. Dès que vous avez terminé votre travail, qu'il soit bien fait ou mal fait, vous pouvez partir. C'est un véritable scandale parce que le fini-parti à Marseille, eh bien, est une source de travail au noir terrible, de travail clandestin terrible, parce que comme les gens, ils ont fini leur travail officiel, ils font un autre travail à côté. C'est un véritable fléau à Marseille. Et Pierre, ces municipales, elles s'annoncent compliquées à Marseille. Vous en parlez cette semaine dans la lettre de l'expansion. Un broglio marseillais. Oui, très compliqué. Pourquoi ? Parce que Marseille est évidemment une ville symbolique que LREM aimerait bien ravir. Il y a 3 candidats pour l'instant déclarés d'En Marche. Chez LR, ils sont officiellement 2, Bruno Gilles et Martine Vassal. Là aussi, c'est très compliqué parce que Jean-Claude Gaudin n'a tout simplement rien organisé. Il n'a pas organisé sa succession. Il roule pour Vassal, quand même. Oui, mais c'est quand même un petit peu après moi le déluge. Alors effectivement, même si Martine Vassal est... Tandis que son meilleur ami Renaud Muselier roule pour Bruno Gilles. Voilà. Donc c'est très compliqué. C'est marseillais. Il y a le RN, c'est très marseillais. Et puis il y a le RN et la France Insoumise, toujours en embuscade, le RN, 43% européenne. Qui font des points, beaucoup de points, et qui, je pense, pourraient changer la donne l'année prochaine. Ouais, bien, on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. C'est une élection comme à Paris, c'est une élection à 3 tours. Par secteur, Il y a 101 conseillers municipaux à Marseille. Et par exemple, Jean-Claude Gaudin, actuellement, de secteurs. Il a avec des secteurs, et Jean-Claude Gaudin, aujourd'hui, il gouverne la ville avec 2 voix d'avance, c'est tout, c'est compliqué. Ça s'annonce passionnant à Marseille. On va d'abord se rendre dans une rédaction locale. Comme tous les jours aujourd'hui, on va aller à Lille, chez nos partenaires de la Voix du Nord. Bonjour Christian Canives, vous allez nous parler d'un film. Ce film, c'est The King. C'est un film sur la bataille d'Azincourt et il fait polémique dans votre région. Pourquoi ? Voilà. Alors, inutile de vous dire qu'à Azincourt, qui est ce petit village où s'est déroulée cette bataille en octobre 1415 et qui a opposé Français et Anglais pendant la guerre de 100 ans, une bataille fameuse où les Français ont été défaits par les Anglais, on attendait avec impatience ce film de David Michaud, un réalisateur australien, lequel a tourné ce film en Hongrie. On l'attendait avec impatience parce que voilà, ça se passe à Azincourt, et donc un petit peu comme lorsque le film Dunkerque s'est tourné dans la région avec Christopher Nolan, on avait scruté ça de près et on attendait ça avec impatience. Là, Azincourt, The King, on l'attendait avec impatience, et il se trouve que les réactions, c'est plutôt de la déception en fait dans la région. Alors pourquoi de la déception ? Quels sont les reproches qui sont faits ? Alors, simplement, la déception, elle est on a interviewé le directeur du centre Azincourt 1415, un historien qui travaille depuis des années sur le sujet de la bataille, et il s'est tout simplement dit qu'avec les moyens du cinéma, il regrettait qu'on ait une réalité aussi déformée, et que Netflix ait pris aussi autant de liberté, en fait, avec l'histoire et la réalité historique. Il se trouve que la bataille d'Azincourt, c'est une bataille qui est très documentée. C'est justement pour ça, il y a des tas d'historiens français, anglais qui ont travaillé sur le sujet, et les historiens d'Azincourt regrettent que le réalisateur australien ait pris autant de liberté, parce que voilà, on avait plein de choses, et il y avait moyen en fait d'être beaucoup plus proche de la réalité. Alors, les reproches, pour être concret, on a d'abord une campagne de France qui est présentée sous forme de marche un peu triomphale des Anglais à l'époque. Or, c'était une espèce de retraite un peu pitoyable. On a un roi britannique qui est présent, un roi d'Angleterre, pardon, qui est présenté, Henri V, qui est présenté comme un pacifiste, comme un humaniste, ce qu'il était loin d'être. En fait, c'était un violent, un sanguinaire. On a une vision des Français très caricaturée, avec des Français qui sont pleutres, qui sont ivrognes, qui sont lâches, sournois, tout ce qu'on veut. Et puis surtout, c'est la retranscription de la bataille en elle-même qui choque les historiens locaux. Pourquoi ? Parce que, par exemple, cette bataille, on sait que les Anglais étaient en position haute sur une colline et la chevalerie française était dans la plaine. Dans le film, c'est l'inverse. Donc, là, une espèce de non-sens historique. On sait également que les batailles au Moyen-Âge étaient très colorées. Il y avait des étendards partout, il y avait des boucliers, des couleurs, des draperies sur les chevaux, sur les chevaliers. Là, c'est pas du tout le cas. La bataille est grise, elle est dans les tons sombres, tout est terne.
Voilà, donc c'est un petit peu les reproches qui sont formulés par les historiens du Pas-de-Calais. Parce qu'on entend, on entend la déception, on entend les reproches. Est-ce qu'il n'y a pas quand même du positif? Est-ce que par exemple ça ne peut pas donner envie aux gens de venir visiter, de venir découvrir Azincourt? Bien sûr, c'est le côté, c'est ce qui peut consoler, on va dire, les historiens locaux, c'est qu'au moins on parle de la bataille d'Azincourt, ce qui est pas plus mal. C'est un petit village, Azincourt dans le Ternois, assez enclavé, assez isolé, et qui a fait beaucoup d'efforts pour attirer les touristes. Et ils ont par exemple rénové là tout récemment, ils ont inauguré le 15 septembre, donc c'est vraiment tout frais. Ils ont inauguré un nouveau centre d'interprétation, une forme de musée en fait de la bataille, où les gens peuvent aller découvrir ce qu'il en était. On peut également aller découvrir le site lui-même de la bataille, ce qui peut faire une sortie intéressante. Donc on peut espérer que The King de Netflix attire un peu plus de visiteurs à Azincourt, et c'est l'espoir qu'entretienne l'équipe du directeur du centre. Voilà. Et c'est le message que vous avez fait passer ce matin. Venez visiter Azincourt. On va regarder la une de la Voix du Nord. Christian Canivez, le premier bus propre en service dans la région. Un bus 100% hydrogène. C'est à la une de la Voix du Nord ce matin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Lille. On va passer au dernier thème de ce club et on va parler de la loi Egalim, la loi agriculture-alimentation qui visait à rééquilibrer les relations entre agriculteurs et distributeurs. Et Tam, le Sénat va en faire un premier bilan. Mais Tam, comme vous savez tout avant tout le monde, eh bien, vous allez me donner les grandes lignes de ce rapport. Eh bien, tout à fait. Bon, déjà, il y a les choses qu'on sait. Où est-ce qu'on en est? C'est que c'est un échec pour ce qui est du revenu des agriculteurs. Ce revenu, il n'a guère augmenté, même s'il n'y a pas de réelles statistiques précises. Mais les premières remontées du terrain ne sont pas bonnes. Le compte n'y est pas. Deuxième point, du côté des consommateurs, on a beaucoup parlé d'une explosion des prix possible. Eh bien, écoutez, en réalité, ça n'a pas été le cas. Le panier de la ménagère, il n'a augmenté que de 0,3% selon une étude récente. Mais cette stabilité des prix, elle cache une réalité beaucoup plus complexe. Il y a bien eu une forte inflation des prix pour certains produits alimentaires. Par exemple, eh bien, la pâte à tartiner, le chocolat en poudre, vous le voyez sur ces images, ou encore eh bien, le Ricard. Il ne faut pas boire de Ricard en ce moment. En revanche, eh bien, ça ne coûte pas cher de se laver en ce moment. Parce que les brosses à dents, le savon, les gels douche coûtent moins cher en ce moment. Vous savez quoi? C'est parce que la grande distribution, elle n'a plus le droit de faire autant de promotions sur l'alimentaire. Et donc, elle le fait sur d'autres produits. Voilà, on a bien compris ce qu'il fallait acheter. La grande distribution, finalement, c'est elle, la grande gagnante de cette loi. Et c'est d'ailleurs ce que confirment les sénateurs. Écoutez d'ailleurs Anne-Catherine Loisier, co-auteure du rapport sur l'application de la loi Egalim. Elle était sur le plateau de Public Sénat la semaine dernière. En tout cas, à ce stade, on peut dire que ceux qui sont gagnants sur le dispositif, c'est plutôt les grandes surfaces, qui effectivement, dans un contexte qui est aussi difficile pour eux aujourd'hui, on sait que les grandes surfaces, les grandes enseignes peuvent être aussi en difficulté, ont trouvé avec l'outil SRP et l'outil promo un moyen finalement de conforter un petit peu leur marge en reportant, et ça vient d'être dit, la difficulté sur un certain nombre de PME et notamment celles qui font les marques distributeurs. Alors, on va traduire tout ça en des mots simples. L'argent qui a été dégagé par l'augmentation du seuil de revente à perte et par l'encadrement des promotions, dans l'ensemble, eh bien cet argent, la grande distribution l'a mis dans ses poches. Ça n'a pas ruisselé vers les agriculteurs comme promis. Et par ailleurs, cela a fait du mal aux PME, celles qui font les marques distributeurs, c'est ce qu'explique la sénatrice, mais aussi eh bien, les PME qui font des produits saisonniers. Par exemple, ça a été le cas du foie gras ou encore du champagne. Pour ces PME, eh bien, la promotion, c'est un outil publicitaire. Elles en ont besoin pour se faire connaître et là, elles en sont privées. Certaines, d'ailleurs, pourraient mettre la clé sous la porte. Et c'est maintenant que vous allez nous dévoiler en exclusivité ce que propose le Sénat. Oui, principalement 3 choses. Bien, pour les produits saisonniers comme le foie gras et le champagne, tout simplement, le Sénat propose de les exclure de l'encadrement des promotions. Par ailleurs, le Sénat propose pour les coopératives de revenir sur la notion de prix abusivement bas, parce que cette notion d'abus, elle appartient au droit commercial, elle ne s'applique pas bien aux coopératives, et ça serait même fatal à une coopérative d'être condamnée pour ce motif. Et puis enfin, les sénateurs veulent assouplir les clauses de révision des prix. Finalement, ce que l'on voit, c'est que tout ça, ça reste de l'ordre de l'ajustement. Ça reste des mesures assez techniques. Finalement, les sénateurs ne font pas vraiment le procès de la loi Egalim. Ils préparent d'ailleurs une proposition de loi pour porter toutes ces mesures qu'ils proposent. Mais le problème initial, eh bien, il reste entier. C'est que les agriculteurs, ils ne sont toujours pas justement rémunérés pour leur travail.
et ces propositions, elles ne vont pas tellement améliorer cette situation. Merci Tam pour toutes ces informations. Nathalie, cette loi Egalim, le bilan de la loi Egalim, c'est le dossier du jour dans les journaux de votre groupe, du groupe EBRA. Et tout est dit dans le titre. On va voir notamment le Dauphiné, agriculteur, le compte n'y est pas. Ah oui, le compte n'y est pas, puisque vous l'avez très bien résumé. Tam, cette loi, elle avait 2 objectifs. Le premier, faire en sorte qu'on mange mieux, c'est quand même assez important, avec des produits de qualité. Et le deuxième, et sans ordre hiérarchique entre les deux, c'est que les agriculteurs vivent un petit peu mieux de leur travail et qu'ils ne soient pas dans une moyenne de 350 € pour certains d'entre eux par mois. Un tiers, oui, des agriculteurs vivent avec 350 € par mois. On n'y est pas. Et je trouve que moi, le Parlement fait parfaitement bien son travail de contrôle de l'action du gouvernement. Ça, on se demande parfois à quoi ça sert. Là, au moins, on voit que c'est quand même important. Cela dit, il l'avait déjà fait avant. C'est-à-dire, moi, je me souviens très bien des discussions parlementaires sur cette loi. L'ensemble des députés de l'opposition avaient alerté en disant que ce n'était pas assez contraignant et que les premiers bénéficiaires de la loi Egalim, ce seraient les grandes surfaces. Bingo, 9 mois après, on y est. Donc, ça veut dire 1 an. Pourquoi 1 an pour rien. C'est à proprement parler scandaleux. Alors le rapport dit aussi qu'il faut attendre jusqu'à février 2020 parce que peut-être que les nouvelles négociations pourraient faire en sorte que les agriculteurs s'en sortent mieux. Si j'en juge par les sénateurs et les députés d'opposition qui, eux, connaissent bien la loi, ils n'y croient absolument pas. Donc on se retrouve avec des agriculteurs qui fonctionne toujours avec des fins de mois aussi basses, parce que la loi, elle s'occupait, si vous voulez, des recettes des agriculteurs, mais elle ne s'est pas occupée des charges. Or, les charges des entreprises, elles ont augmenté. Donc, on se retrouve dans une situation inextricable qui risque de ne pas vraiment évoluer dans les mois qui viennent. Pierre, vous êtes aussi dur que Nathalie. En fait, les agriculteurs, ça va être les grands gagnants de cette loi, et on voit aujourd'hui que ce sont les principaux perdants. Oui, tout à fait. Nathalie a très bien résumé. On est totalement passé à côté des objectifs annoncés. Effectivement, le Sénat, là, on l'a vu, fait des petits ajustements, mais sans évidemment tout chambouler. Et on a toujours les agriculteurs qui vivent, on a rappelé ce chiffre de 350 € par mois, on rappelle un autre chiffre, s'il y a un suicide d'agriculteur tous les 2 jours. On n'entend toujours pas le monde rural et cette loi n'y changera absolument rien. Et aucune surprise à ce que les grandes surfaces et les grands groupes soient les gagnants de tout ça. C'est triste et c'est surtout du temps perdu pour les agriculteurs. Si la loi est mauvaise, il faut la changer. Hein. Et comment on fait alors pour corriger le non, mais il faut qu'on arrête dans ce pays de penser que quand on fait une loi, c'est gravé dans le marbre. Il faut, je pense, revenir à une méthode qui est beaucoup plus simple, qui est la méthode de l'expérimentation. On fait une loi, si on voit qu'à l'expérience, elle ne marche pas, il faut la changer. C'est le malheur dans notre pays, c'est que c'est un crime de lèse-majesté pour une majorité ou pour une autre de dire on revient sur ma loi. Non, si votre loi elle est mauvaise, le sens de l'intérêt général quand même a un petit peu disparu aujourd'hui. Et je trouve que dans le discours d'ailleurs d'Emmanuel Macron, il avait dit qu'au bout de 2 ans, normalement, les nouvelles lois devaient être évaluées. C'est ce qu'a fait le Sénat, là. Évaluées et pour être éventuellement remises en question. Eh bien, qu'on la remette en question, c'est vrai que toutes les évaluations montrent qu'elle est pas bonne, quoi. Les objectifs ne sont pas atteints, manifestement. Donc, il faut la revoir. Et même, d'ailleurs, le ministre de l'Agriculture l'a reconnu lui-même. Donc, alors, allons-y, n'hésitons pas, hein. Cette loi, elle a quand même déjà été retravaillée. Il y a eu plusieurs propositions de loi sur le miel, le fromage, sur les semences, donc sur des sujets extrêmement précis. Là, un nouveau texte qui se prépare. Il faut faire le Ricard aussi. Voilà, le Ricard, très important pour les Marseillais, et parce qu'il n'y a pas que le logement. Enfin, bon, on a compris. Mais en tout cas, cette loi, elle a quand même été retravaillée. Et puis, le gouvernement n'y est pas du tout hostile. D'ailleurs, la proposition de loi sur les points dont on a parlé, il y a plutôt consensus avec le gouvernement. Et même la question, c'est est-ce que c'est pas le gouvernement qui va essayer, plutôt que le Sénat, de créer son propre texte pour remettre plus ou moins les mêmes mesures. Allez, avant de se quitter, on va regarder un sujet de nos partenaires de télé locale. On va aller en Haute-Savoie, du côté de Saint-Julien-en-Genevois. Plus précisément, il y a un projet qui fait débat. C'est celui de l'écoparc du Genevois. C'est une zone d'activité qui doit voir le jour. Il y a un avis positif qui a été rendu, mais sur le terrain, les avis divergent entre, d'un côté, ceux qui veulent préserver les terres et de l'autre, ceux qui voient dans ce projet un projet créateur d'emplois. On va regarder les explications de Clément Roualde pour nos partenaires de 8 Mont-Blanc.
Là donc aussi nous sommes à l'entrée du futur écoparc. C'est un espace qui est situé entre les deux autoroutes Annecy-Genève et puis l'autoroute Bellegarde-Annemasse. Une situation géographique idéale pour implanter l'écoparc du Genevois. Le but, créer de l'activité économique. Depuis près de 20 ans, la communauté des communes du Genevois a racheté des terres agricoles pour y installer un écoparc. Une démarche qui s'est faite avec la coopération des agriculteurs locaux. Depuis quelques années, nos interlocuteurs locaux, ils ont parfaitement conscience de ce qui va se passer sur ce site, puisqu'on travaille sur l'ensemble des sites. On achète des terrains par ailleurs pour viabiliser certaines exploitations. En revanche, moi j'aimerais bien pouvoir discuter avec la dizaine de personnes qui s'opposent à ce projet, alors que dans l'enquête publique, on a eu 180 contributions et plus de 80% d'avis favorables. Mathieu Dunant est un des opposants au projet. Sur les 25 hectares de l'écoparc, 17 sont des champs. Pour lui, l'écoparc n'a pas sa place sur des terres agricoles. On a clairement assez de zones. Et puis le pôle métropolitain a fait une étude en interne pour vraiment creuser dans ces zones qu'est-ce qui est de l'ordre des dents creuses, des friches, qu'est-ce qui pourrait être exploité. Sur ces 1500 hectares de zones, ils ont identifié 500 hectares de disponibles. Donc un tiers est mal occupé ou pas occupé. Nous, l'écoparc, on n'est pas contre sur le fond, mais ailleurs, voilà. Je veux dire, c'est toujours l'agriculture depuis 50 ans qui est sacrifiée, quoi. La mission régionale d'autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que l'agence régionale de santé émettent des doutes quant à la protection des espèces du site, du trafic journalier supplémentaire ou encore du traitement de la qualité de l'air. Principaux concernés, les agriculteurs locaux. L'écoparc devrait créer environ 800 emplois, alors ils espèrent que ce nouveau dynamisme leur profitera aussi. Ça nous apporte des consommateurs finalement. Tous ces emplois qui seront créés ici, c'est des consommateurs qui vont vivre ici et nous qui cherchons à nous tourner vers les circuits courts, les produits locaux, ça peut être une espèce de compensation de se tourner vers ces consommateurs. La communauté des communes espère débuter les travaux de l'écoparc début 2020. Et on va enchaîner rapidement avec la revue de presse régionale avec vous, Tam. Et Tam, on commence avec l'Alsace. Oui, l'Alsace avec cette urgence de Mulhouse, un clip pour recruter des médecins, on pourrait dire urgence cherche médecins désespérément. Et pour ça, eh bien, fini donc les offres d'emploi à l'ancienne. Au grand mot, les grands remèdes, ils ont tourné un clip dont voici un petit extrait. J'ai pris l'avion, j'ai atterri à l'aéroport bas de Mulhouse. 30 minutes après, j'étais à Mulhouse. J'ai retrouvé ma pote qui était venue en train, 2h40 depuis Paris. On est allé en terrasse, on a mangé une tarte flambée. C'est autre chose que McDo, hein. Mais grave. Alors Yves, hein, c'est grave attirant Mulhouse, non? Ah oui, il y a un très beau musée de l'automobile. Ah bah voilà, Ah voilà oui, vous oui, ferez Azincourt et Mulhouse. Et la flamme Là, on peut faire les deux la même journée. Bon, et sachez aussi que le service des urgences est super bien doté avec un hélicoptère, je me suis informée, un super plateau médical. Bon, l'initiative est joyeuse, mais la situation, elle est grave. Fin septembre, les internes se sont même mis en grève pour dénoncer eh bien, les manques d'effectifs. Allez, on passe à l'éclair des Pyrénées. Et oui, l'éclair des Pyrénées qui consacre l'essentiel de sa une au pillage de la cathédrale d'Oloron-Sainte-Marie attaquée à la voiture bélier. On voit ici donc des photos des dégâts avec notamment des objets d'une valeur inestimable qui ont été dérobés, parmi lesquels une cape qui a été donnée par François Ier. Je rappelle que eh bien, ce lieu est un haut lieu touristique du Béarn et qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO car c'est l'une des étapes des chemins de Compostelle. Et on termine en parlant littérature, la dépêche du midi. Et oui, tout de même, quelques grammes de finesse dans ce monde de brut avec cette belle photo sur la une de la dépêche de Jean-Paul Dubois. C'est le Goncourt de cette année et c'est un écrivain toulousain, lauréat donc du prix des prix, avec son livre « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon », un roman de l'échec, du regret et de la perte. Il y a une infinité de façons de gâcher sa vie, dit d'ailleurs le narrateur dans ce livre. Rassurez-vous, il y a aussi de multiples façons de la réussir. Voilà, c'est plus joyeux. Merci Tam. On va regarder vos unes rapidement. La une du Figaro, Yves, commerce, le Paris chinois d'Emmanuel Macron. Oui, alors Macron est pour quelques jours en Chine et il va essayer de jouer l'anti-Trump. C'est-à-dire que Trump a bandé les muscles face à Xi Jinping. Je ne suis pas sûr que ça marche. Et il veut prendre le contre-pied de cela, Emmanuel Macron, en jouant la carte 1 de l'Europe, en étant le leader, lui, de l'Europe, parce que Mme Merkel est un peu en retrait maintenant, et essayer justement d'amadouer la Chine pour dire que l'Europe est une autre porte à ouvrir pour le marché chinois, et vice-versa d'ailleurs.
Je ne sais pas si ça marchera, parce que si vous voulez, deux choses. Les Chinois sont très attachés aux États-Unis, première chose. Et deuxième chose, quand on est faible avec les Chinois, ils vous respectent moins. Voilà, climat social, c'est à la une de la lettre de l'expansion et une info dans la lettre de l'expansion sur la création d'un secrétariat d'État à l'immigration. La création ou la non-création, en tout cas, secrétariat d'État à l'immigration qui a été pensé, réfléchi, qui a été discuté à l'Élysée. Certains députés même commençaient à se placer. Et puis patatras, Christophe Castaner, eh bien, il a fait savoir qu'il n'était pas content, qu'il avait déjà un secrétariat d'État qui prenait beaucoup de place. Et l'Élysée nous a confirmé hier, pas de changement institutionnel dans les prochains mois. Donc exit le secrétariat d'État. Voilà, et on a vu la une du Dauphiné libéré, Nathalie, des journaux du groupe EBRA. Agriculteurs, le compte n'y est pas, c'est donc sur la loi Egalim. Et on en a parlé dans cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À mardi prochain, on se retrouve demain, nous, avec Aurélien Pradier, député du Lot, secrétaire général des Républicains. Et c'est lui qui a fait une proposition de loi contre les violences faites aux femmes qui sera examinée demain au Sénat. On en parlera avec lui, on vous attend demain. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.